Aménagement Roussillon, du département 36, à qui je vais laisser tout de suite la parole. Et je vais d'ailleurs lui laisser aussi le micro qui va vous présenter. Comme je vous avais dit aussi, donc c'était à votre demande. C'était à votre demande. Vous souhaitiez en fait voir les deux SPL. Et voilà, vous avez fait la première présentation de la SPLPM et là vous avez la deuxième présentation. Madame Curtil, c'est à vous. Je vous remercie, Monsieur le maire. Bonjour, messieurs, dames. Donc, je me présente, je suis Muriel Curtil-Rossillon, donc j'ai la charge de la direction générale de deux structures en fait. La société Pyrénées-Orientales Aménagement, qui est effectivement une société publique locale. Donc, j'entends que vous avez déjà eu une présentation pour un établissement similaire sur Perpignan-Méditerranée, donc ça vous donne un peu le contexte, on va y revenir tout à l'heure. Et puis une autre société qui s'appelle Roussillon Aménagement, qui est également un établissement public local, mais qui a une particularité, c'est que cette structure est capitalisée de manière à pouvoir porter des opérations propres, et on y reviendra. C'est qu'on a aujourd'hui deux sociétés qui peuvent agir en parfaite coordination l'une et l'autre, soit pour vous accompagner sur des projets ou sur des études, sachant que vous gardez la maîtrise d'ouvrage de ces projets, soit, si vous le souhaitez, pour financer tout ou partie de ces projets à la place de la collectivité. Donc ça veut dire qu'on va un petit peu plus loin que la démarche classique de la SPL, qui consiste à être là pour vous accompagner sur vos projets. On a aussi cette capacité financière offerte par la SEM Roussillon Aménagement pour vous aider derrière à concrétiser peut-être plus vite un certain nombre d'opérations. C'est juste pour poser le cadre général. Ces deux sociétés donc, sont ce qu'on appelle des établissements publics locaux et interviennent uniquement en matière d'intérêt général. Ce sont des sociétés anonymes qui dépendent du droit du commerce, donc on est quand même très, très réglementé. Mais toutefois, nos objectifs et notre obligation des statuts, c'est bien d'intervenir aux côtés des collectivités dans le cadre du développement local et de l'intérêt général. Alors je suis désolée, je vais avoir un débit un peu rapide parce que monsieur le maire m'a expliqué tout à l'heure que je disposais d'un temps assez réduit. J'ai laissé 20 minutes. Voilà, c'est donc très réduit. Comme on l'avait fait, on le fera. Voilà, n'hésitez pas après s'il y a des questions ou à m'interrompre. Donc c'est pour ça que je vais volontairement présenter ces sociétés de manière similaire. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même champ de compétences. Elles interviennent avec les mêmes, sur la même typologie de projet, mais avec pour une la capacité d'en financer une partie. Donc la société Roussillon Aménagement existe depuis une trentaine d'années. L'intérêt de la société anonyme que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a l'efficacité du secteur privé, c'est du droit privé. Et puis par contre, tous les gens qui travaillent en matière d'intérêt général. Donc on met le privé au service de l'intérêt général et du public. Nous sommes des acteurs importants du développement local, c'est pour ça que ces sociétés existent. Inscrites dans la logique du développement durable, on est très soucieux de chercher l'équilibre entre l'économie, la partie environnementale, la partie développement. Et puis nous avons des compétences qui sont listées ci-dessous. Donc on intervient en matière de construction d'équipements publics, on verra des exemples tout à l'heure, que ce soit sur des collèges, pour ne pas citer celui de Cléra sur votre commune, mais j'y reviendrai plus précisément, mais que ce soit des EHPAD, que ce soit des crèches, que ce soit des écoles ou des extensions d'écoles. On intervient en matière d'aménagement des parcs d'activité économique. Là encore, notre objectif, c'est le développement local. On sait qu'il y a des enjeux d'attractivité sur le territoire, d'ancrage des artisans ou des commerçants sur le territoire, donc ça fait partie de nos métiers. On intervient sur des quartiers d'habitation, pour satisfaire aux besoins de la population locale. On intervient en matière de rénovation de centre-bourg, j'y viendrai aussi parce que ce sont des enjeux pour beaucoup de communes, dont la vôtre, je crois, puisque vous avez été lauréat d'un certain nombre d'appels à projets. Donc il y a aussi des enjeux de réhabilitation, de redynamisation de centre-bourg. On intervient en matière de transition énergétique, et là, on associe volontairement réhabilitation thermique et énergie renouvelable. La partie énergie renouvelable, c'est ce qui est le plus visible, j'allais dire, mais l'énergie la moins chère, c'est bien celle qu'on ne consomme pas. Donc il est quand même beaucoup plus judicieux d'associer la réflexion sur la réhabilitation thermique avec un projet éventuel d'énergie renouvelable. Et puis donc cette capacité que nous avons à porter les opérations propres, c'est-à-dire à aller voir les banques, puisqu'on est capitalisé pour ça, à lever des fonds, à faire une opération, et puis après, soit on en fait une location, soit on en fait une revente en VFA, soit c'est un équipement qui peut aller à la commune. Enfin, il y a tout type de schéma possible.
Alors, les missions, elles vont, j'allais dire, du début jusqu'à la fin. Hein. Le début, c'est bien la définition des besoins. Hein, vous avez un besoin, c'est pas toujours facile de qualifier son besoin, c'est pas toujours facile de définir des objectifs, c'est pas toujours facile de le planifier, donc là on peut intervenir avec vous à vos côtés. Une fois que le besoin il est qualifié et que la décision est prise de poursuivre, eh bien, on intervient bien entendu sur les études préalables, hein, que ce soit en matière de potentiel, de besoin, d'ingénierie technique et financière. Et puis derrière, on va concrétiser avec vous le projet, donc vous accompagner ou faire pour vous, hein, sur la réalisation de votre projet, en étant bien entendu vigilant à la partie qualité architecturale, environnementale et fonctionnelle. Hein, ça reste, c'est important, en étant vigilant au prix de construction et d'exploitation maîtrisé, parce que voilà, vous vous lancez dans un projet, il y a des objectifs qui sont établis, hein, des objectifs de planning, des objectifs financiers, donc il faut avoir la rigueur, j'allais dire, et l'expérience pour traiter ça. J'étais juste mon propos, vous le verrez, on a un certain nombre d'opérations de construction en cours. Ce dont on s'aperçoit parce que crise sanitaire, hein, c'est que alors, il y a un peu plus de défaillance d'entreprise, donc ça il faut le gérer au sein de la vie du projet. Et puis il y a aussi pas mal de sociétés qui se sont départies d'un certain nombre de collaborateurs qui étaient en intérim ou qui étaient des gens avec qui ils avaient l'habitude de travailler, parce qu'il y a besoin de réduire les effectifs, donc on fait plus appel à la sous-traitance, et la sous-traitance c'est pas quelque chose qui se décrète. Quelque chose qui s'organise, c'est quelque chose qui se contrôle. Donc voilà, ça fait aussi partie de nos savoir-faire que d'être vigilant sur ces sujets-là. Et puis, bien entendu, on est vigilant au financement des projets. Hein, il faut respecter les enveloppes budgétaires. Voilà, donc un savoir-faire technique, un savoir-faire juridique et un savoir-faire financier. Et ça, c'est important aussi parce que la réussite de l'opération, ce n'est pas que ce qu'on va produire. La réussite de l'opération, c'est aussi que vous soyez associés dans les meilleures conditions qui soient à cette réussite d'opération. Monsieur le maire évoquait tout à l'heure le contrôle de la Chambre régionale des comptes. J'ai entendu vos propos, monsieur le maire, vous avez raison, il fouille partout. Il n'y a rien qui leur échappe, rien. Des centaines de questions, voilà. Et il est de notre responsabilité, puisqu'il y a un contrôle analogue hein, que vous avez sur ce qu'on fait, il est de notre responsabilité de vous donner toute la traçabilité nécessaire, tous les documents nécessaires pour que le jour où vous avez la CRC qui débarque, ça ne pose pas de difficulté. Sachez qu'on y est particulièrement vigilant et qu'on est organisé pour ça. Voilà, donc c'est la sécurisation des champs administratifs et financiers, et puis la maîtrise des process. Donc on intervient soit en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc un peu assis à vos côtés pour vous conseiller sur le déroulement de ce qu'il y a à faire, soit en maîtrise d'ouvrage délégué. Donc la différence c'est que là vous nous donnez votre signature et on intervient pour votre compte directement, avec bien entendu une vigilance, c'est qu'on ne prend aucune décision sans votre avis. On a beau avoir un pouvoir de signature pour avancer les documents, dès lors qu'il y a une décision à prendre, on vous la remonte et vous prenez la décision. Nous l'exécutons ensuite. Et puis on intervient donc en opération propre, cette fameuse capacité que nous avons à lever des fonds. L'équipe, très rapidement, 17 collaborateurs aujourd'hui, un pôle, ce qu'on appelle de chargé d'opération, c'est assez classique hein, dans ce genre de structure, qui ont tous un profil soit d'ingénieur, soit d'architecte, soit d'urbaniste. Et puis des assistants ou assistantes opérationnelles, on essaie de trouver des hommes, mais on a beaucoup de femmes pour l'instant. Des assistantes opérationnelles qui, elles, sont là, comme je le disais tout à l'heure, vraiment pour un suivi très pointu sur les aspects administratifs, financiers et l'aspect des procédures. Alors on s'appuie sur un réseau de professionnels de l'aménagement, mais là c'est assez classique, et notamment la Caisse des dépôts et consignations quand même, qui est un de nos actionnaires, notre deuxième plus gros actionnaire chez Roussillon Aménagement, ce qui potentiellement peut être une carte intéressante. Alors un organigramme, c'est super, vous voyez rien, c'est juste ce que je viens de vous dire. Donc la présidence des deux structures, c'est donc la présidence du département des Pyrénées-Orientales, une direction générale, enfin la même pour les deux structures. Sur la gauche, on a une direction opérationnelle, donc on a une personne spécifiquement en charge de s'assurer du bon déroulement des opérations qui nous sont confiées. Derrière, on a un panel de chargés d'opération, on a un panel d'assistantes, et dans les chargés d'opération, on a aussi une distinction entre les gens qui sont plus sur l'aménagement classique et la construction, et les gens qui sont plus spécialisés sur les ENR. Donc un panel d'assistance, et puis aussi une personne en charge de la commercialisation, puisque que ce soit en aménagement ou en opération propre, eh bien, on construit, on aménage, et derrière, il faut vendre ces surfaces. Donc on a quelqu'un qui s'occupe de ça au sein de la structure. Voilà. Alors, les opérations en cours, je vais les illustrer tout à l'heure sur
sur des images qui sont extraits du rapport d'activité que j'ai présenté au conseil d'administration mardi. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très frais. On n'est que sur des choses concrètes, immédiates que nous réalisons. Et donc on intervient là aujourd'hui sur les communes de Millas, de Sals, d'Ille-sur-Tête, du Boulou et de Céret sur des opérations d'aménagement de quartier d'habitat. J'en profite juste pour faire une parenthèse, c'est vous expliquer que par rapport à un promoteur privé qui peut faire de l'aménagement, il y a quand même une distinction forte avec une société publique locale. C'est on est très vigilant au prix de sortie. Quand une commune souhaite faire un lotissement, c'est pour que les habitants de la commune puissent accéder à ce lotissement avec des prix qui soient ceux du prix du marché de la commune. On n'est pas là pour faire des résidences secondaires, on n'est pas là pour servir d'autres tiers, mais vraiment faire des gens, ancrer, permettre aux gens de s'ancrer sur le territoire. Ça, c'est une première chose. Et puis, par rapport, je vous en parle parce que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est une remarque qui nous a été faite, un lotisseur privé va faire son lotissement, puis les infrastructures et les réseaux d'assainissement et le reste, il ne va pas trop se poser la question de savoir quelles sont les incidences pour la commune. Un établissement public local forcément travaille avec vous et forcément prend tout ça en considération dans son bilan d'opération. Donc on est concessionnaire, ça veut dire qu'on fait l'acquisition des terrains, on fait l'aménagement, on fait la revente. Toutes ces opérations sont plus ou moins transparentes pour vous. Par contre, on les fait avec vous. Voilà, on intervient aussi sur des opérations de logements locatifs sociaux. Ça fait partie des opérations propres. Donc on lève les fonds, on construit les bâtiments, on les revend aux bailleurs sociaux, parce que quand vous aménagez, vous avez la loi SRU, vous êtes dans l'obligation de faire un certain nombre de pourcentages de logements sociaux. Et bien en fait, on s'en occupe, on porte le bâtiment, on trouve le bailleur social, et puis on s'en occupe de A à Z. Voilà. Sur les centres-bourgs, donc nous sommes intervenus sur la commune de Millas, pour laquelle nous avons finalisé un document en courant 2020. Voilà, l'idée c'était effectivement de travailler à la fois sur la réhabilitation, sur le logement, sur la circulation, donc sur la redynamisation de cette ville, qui est une ville avec un axe traversant, donc ça pose un certain nombre de difficultés. On est intervenu sur une commune voisine de chez vous, Sals-le-Château, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. On a beaucoup accompagné la commune aussi à définir les travaux, à monter les marchés pour réaliser les travaux. On intervient sur Pia, on y reviendra tout à l'heure. On intervient sur le SALS dans le cadre d'une opération propre aussi, puisque lié à l'aménagement qu'on réalise sur le SALS, il y a un vrai besoin d'apporter du service à la population. Donc là, on va monter une opération en propre, on construit un petit pôle commercial. Alors je dis petit volontairement, parce que je sais qu'on est à Cléra, vous avez beaucoup de choses ici. Donc nous, on reste vraiment sur une taille plus humaine, plus petite, avec un pôle médical. On va amener du service médical et puis on va amener les services, j'allais dire, de première nécessité, la boulangerie, le petit commerce alimentaire, voilà, qui vont dynamiser un peu tout ça. Et puis on a un très beau projet en cours sur Canoës, qui est une dent creuse, et là c'est l'illustration parfaite de la complémentarité de la SPL et de la SEM. Il y a une dent creuse qui est assez importante, qui est en plein cœur de ville, qui est stratégique pour la commune. Il y a eu un certain nombre de tentatives qui ont été faites avec des promoteurs qui n'ont pas abouti, parce que les promoteurs ont la velléité de densifier la zone pour dire il faut retirer de l'argent, quoi. Enfin, il faut que ça remonte du bénéfice et des dividendes. L'approche que nous avons, nous, avec eux, c'est de dire nous, on fait le projet, il faut que la société tourne, parce qu'on est une société anonyme, hein, si on ne tourne pas, demain, on sera en dépôt de bilan, mais on n'est pas là pour remonter des dividendes. C'est important de le comprendre, quoi. Donc, du coup, on travaille avec eux. Et in fine, on aura un montage, donc là c'est la SPL qui travaille sur les études en amont pour leur faire des propositions de scénarii, et derrière la SEM viendra épauler la commune dans son investissement. Voilà, donc ça c'est l'exemple typique de ce qui marche, ce qui est intéressant. En matière de développement économique, eh bien, c'était encore très près de chez vous, hein. Nous avons une partie de l'espace entreprise Méditerranée avec la communauté d'agglomération qui en a aussi une autre partie. C'est nous qui avions requalifié cette zone à l'époque, et qui pour le coup est quand même une belle réussite en matière d'entreprises qui s'y sont installées, parce que vraiment il y a des choses magnifiques. Nous avons une opération donc, de zone d'activité économique, toujours dans le sujet d'ancrer les entreprises sur le territoire sur Ille-sur-Tête, sur Millas et sur le Sègre. Le Sègre, on va livrer d'ici 3 mois, on a rempli 80% de la zone avec des artisans locaux, et encore une fois on a toujours cette vigilance de répondre à un besoin de marché. C'est-à-dire que sur le Sègre, on a un prix de sortie
on est à 65 € du mètre carré. C'est bas, enfin, ça correspond. C'est même très bas. Ça correspond au prix du marché, valeur d'aujourd'hui. On est en train de faire des travaux. Voilà. On n'est pas à 80 ou à 100 € du mètre carré. On ne saurait pas faire. Et sur X, c'est pareil. On se bat, ça fait partie de notre quotidien, de la rigueur qu'on apporte, de notre expérience. On se bat toujours pour être en phase avec le marché parce que derrière, l'objectif, c'est que la commune ou la communauté de communes, elle en retire quelque chose. C'est pas d'avoir des surfaces et des terrains qui ne se vendent pas. Hein, c'est vraiment... c'est très important, en tous les cas, de garder ça à l'esprit. Et puis, on est amené aussi à faire de la construction de bâtiments industriels, toujours dans le cadre de nos opérations propres, par le biais des zones d'activité économique et d'entreprises qui nous sollicitent, hein, à qui on revend les bâtiments ensuite. Voilà, en matière de construction, ce que nous avons en cours, c'est donc les pâtes de Sals que nous avons livrées au mois de juillet, hein, que je vous invite à aller voir, c'est magnifique. On travaille sur les pâtes d'Elne, on travaille sur les pâtes de Cérès, je vais vous montrer des images. Hein. On travaille sur le centre de secours de Cerdagne, le 10 à Bourg-Madame, que nous avons livré aussi dans l'année, sur une extension de l'hôpital de Tuire, sur le collège de Clairaut, sur lequel je reviendrai bien sûr, c'est mon favori. On travaille pour l'UTSI sur la construction de la cuisine centrale qu'on appelle 2.0, qui va délivrer 10 000 repas par jour pour l'ensemble du département. On travaille aussi sur le centre de voile UTSI de Saint-Cyprien, donc à Saint-Cyprien bien sûr, que vous devez connaître, hein, je pense que tout le monde identifie à peu près où c'est, qui est donc lauréat qualifié pour les Jeux Olympiques 2024, et donc sur lesquels on a des gros enjeux de réhabilitation, de modernisation, etc. Je vais vite, hein, excusez-moi, mais j'ai plein de choses à vous dire, c'est terrible. Mais après, il y aura les questions, vous allez voir. Super, très bien, avec plaisir. En matière de transition énergétique, on a monté un petit, une petite offre qu'on appelle étude d'opportunité ou de faisabilité. Le sujet, c'est le suivant. Le constat qu'on fait dans le département, c'est qu'il y a un potentiel formidable et il y a très peu de réalisations qui arrivent au bout. Hein, et pourtant, tout le monde se dit. Je vous coupe, excusez-moi, dans le public, mais potentiellement parlant, on va commencer par arnaque, c'est peut-être pas très bon. Hein. Ah, je l'aurais peut-être mis à la fin. Mais bon, si je peux me permettre, c'est... Comme quoi, nous sommes totalement transparents. Ah, c'est clair, c'est clair. C'était juste une petite... Et en fait, le sujet est le suivant. On se dit, finalement, si les projets ne se font pas, c'est parce que l'environnement est difficile. La réglementation évolue tout le temps. Le coût de rachat d'électricité baisse. Est-ce qu'on peut sélectionner facilement des toitures ou des zones déjà artificialisées, lesquelles on prend, lesquelles sont favorables? Est-ce qu'on fait un montage en autoconsommation? Est-ce qu'on fait un montage en revente? Est-ce qu'on fait un peu des deux? Et donc l'idée, c'est de vous donner les éléments de décision. Et pour avoir des éléments de décision, on fait ce qu'on appelle ces petites études d'opportunité et de faisabilité, qui sont courtes et qui sont pas chères, et cofinancées par le département en plus, ça tombe très bien, et qui vous permettent à la fin d'avoir une visualisation déjà de là où c'est intéressant de le faire, et puis d'avoir en plus une ingénierie financière, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, il y a peut-être plusieurs moyens financiers, soit vous passez par un tiers investisseur, soit vous en prenez une partie, soit nous on pourra en prendre une partie aussi, de manière à ce que vous ayez les éléments de décision. Le temps de retour sur investissement sera temps. Donc vous avez les éléments, vous décidez, vous faites ou vous ne faites pas. Donc on a lancé ça il y a quelques mois, c'est assez récent. Et là on travaille effectivement sur Saint-Carnac, sur Rennes, sur Port-Vendre, sur la Tour Bazel, sur la Roque-les-Alberts, sur le Goulou, qui vient nous confier aussi un mandat du coup pour la réalisation d'un de ces bâtiments. Il y a un enjeu, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'enjeu des ENR, il y a aussi l'enjeu de la réhabilitation thermique. Il y a beaucoup, enfin je ne vais pas dire tous parce que c'est pas vrai, mais la plupart des bâtiments communaux ou intercommunaux sont concernés. Vous êtes consommateur énergivore, ça vous coûte de l'argent en fonctionnement, de budget de fonctionnement, c'est ce que vous avez le plus sensible. Voilà, donc il faut travailler sur ces postes-là, c'est important, il faut y travailler intelligemment, il faut identifier le potentiel que ça représente parce qu'il y a des endroits où il ne faut pas y aller, ça va vous coûter trop cher. Identifier le potentiel que ça représente, identifier qu'est-ce qu'on peut faire sur ce potentiel-là, pour combien et avec quel temps de retour sur investissement. Et c'est ça qu'on a mis au point justement pour passer à l'étape suivante. Donc on intervient aussi pour la Chambre des métiers et de l'artisanat, l'IRFMA, qui est pas loin de chez vous là-bas, le super bâtiment au péage de l'autoroute. On intervient dans le POLUT 6 sur les centres du Pigemal et du Saint-Cyprien, qui ont aussi des enjeux sur leur consommation. On intervient pour le département des Pyrénées-Orientales, donc on rénove aujourd'hui 6 bâtiments du bâtiment sur lesquels on fait des couvertures photovoltaïques, et puis aussi des collèges. On a 8 collèges en mandat, et donc on va commencer aussi à faire cette tournée sur l'ensemble des collèges. J'en profite pour vous dire aussi, je fais juste une petite digression,
Il y a aussi le décret tertiaire hein, qui est tombé, qui fait que normalement vous êtes dans l'obligation, dès lors que vous avez un bâtiment tertiaire supérieur à 1000 m² de surface, vous êtes dans l'obligation au 1er septembre 2021, bon, il y aura sûrement du retard, hein, de faire une déclaration sur la plateforme qui s'appelle Opéra, Opéra ADEME. C'est très important parce que, en fait, on va vous demander en 2030, 2040, 2050 d'avoir atteint un certain pourcentage d'économie de vos consommations. Vous serez dans l'obligation de le déclarer, sinon c'est une amende, hein, c'est pas compliqué, c'est sur Arcadis qui va marcher. Pour l'instant, c'est pas trop cher, mais ça pourrait se dégrader. Et en fait, ce qui est important, c'est que par rapport à cette progression qu'on va vous demander, cette réduction de consommation, on vous laisse la possibilité de choisir une année de référence dans les 10 dernières années de vos consommations. Donc, il ne faut pas vous tromper sur l'année de référence, parce que si vous prenez la bonne année de référence et que vous consommiez beaucoup, évidemment, les progrès à faire sont plus faciles. Si vous prenez une année de référence qui est moins favorable, vous allez être obligé d'investir et de faire plus de travaux. Voilà, je ferme ma parenthèse. Tout ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut vous accompagner, parce que moi j'ai un maître mot quand même, hein, c'est l'anticipation. Hein, parce qu'après, quand il faut traiter les sujets à la course, on le voit pour le plan de relance. Hein, je pense que vous avez dû déposer aussi dans le cadre du plan de relance pour ce bâtiment-là. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, le retour des appels à projets, il n'est pas là. Hein, l'État a certainement beaucoup de dossiers à traiter. Mais in fine, il faut qu'à la fin de l'année, vous ayez lancé les marchés, quoi. Donc tout ce qu'on peut anticiper, et c'est très bien d'avoir fait cette démarche de déposer, parce que ça vous oblige à y réfléchir avant, c'est autant de temps de gagner derrière sur la mise en route des choses. Puis c'est toujours pareil, enfin, vous le savez aussi bien que moi, tout ça, plus la réglementation est compliquée, un mandat c'est court, hein, donc il faut démarrer, parce qu'après, vous aurez la fini. Je vous coupe 2 secondes simplement. Ceci dit, ça sera découpé pour la ligne. Ah, merci. Au niveau du plan de relance, c'est vrai qu'on avait discuté avec les élus communautaires lors d'une dernière réunion. Sachez qu'effectivement, nous avons déposé un dossier. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas les réponses de l'État, mais c'est fait simplement pour ce bâtiment-ci. Je vais juste rappeler, c'est vrai qu'il y a 35 ans, c'était peut-être innovant, comme quelqu'un m'a répondu. Ce chauffage chauffant, enfin, c'est ce radiant qu'on a au-dessus ici, qui a une consommation, ou dans les écoles, hein, c'est une consommation qui est juste, mais énorme. C'est vrai que c'était peut-être innovant il y a 35 ans, mais vous savez, le radiateur électrique, là, le Viking qu'on avait, c'était effectivement, quand c'était sorti, il y avait aussi le prix d'innovation. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas rester constamment comme ça sur des produits, je veux dire, de chauffage, qui étaient bons effectivement il y a 30 ans ou 35 ans. Aujourd'hui, il faut évoluer. Voilà, je crois qu'on a besoin de ce bâtiment-ci. Vous savez, logiquement, on a l'obligation aussi de mettre notre consommation, notre classement sur tout bâtiment public. Depuis combien de temps? Plus de 10 ans, je crois. On doit mettre ça, je sais plus quand passer. Heureusement qu'on ne met pas notre consommation d'énergie sur la mairie ou sur les écoles. Et vous seriez effrayés. Donc vous voyez un petit peu ce travail que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on a fait effectivement ce plan de relance. On attend bien sûr d'avoir le retour de l'État afin d'avoir, on espère, 80% de subventions si jamais on doit refaire ça. Imaginez bien que, en tout cas, le dossier est déposé. Est-ce qu'on sera éligible? Est-ce qu'on sera éligible? Je ne sais pas. Je vous voulais vraiment m'excuser, mais il fallait quand même que je glisse cette petite chose. Et c'est un sujet sensible, c'est un Sensible. sujet auquel toutes les collectivités sont confrontées aujourd'hui. Après, j'allais dire, attention au miroir aux alouettes. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde s'est engagé, et c'est légitime vu les taux de subvention que vous venez d'évoquer, 80%, tout le monde s'est engagé dans le dépôt sur l'appel à projet. Alors, ce que je disais, le point très très positif, c'est que ça vous oblige à vous poser des questions déjà tout de suite. Mais il ne faut pas, le risque, c'est que pour ceux qui ne seront pas lauréats, il y a une espèce d'abattement, il ne faut pas que ça soit un frein à ne pas faire. Parce que tous les projets, malheureusement, ne seront pas lauréats. Et il ne faut pas que vous soyez tourné que vers la subvention. Évidemment, si elle tombe, c'est merveilleux, c'est plein de problèmes qui se solutionnent. Si elle ne tombe pas, vous avez quand même d'autres enjeux, comme celui que j'évoquais tout à l'heure de la plateforme Opéra, de toute façon à progresser dans ce sens. Sinon, ça va être terrible dans 5-10 ans. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'à l'époque, j'avais proposé, excusez-moi, je reviens un petit peu le couteau dans la plaie,
Lorsqu'il y a eu la construction de la crèche, j'avais parlé à mon conseil municipal et j'en avais parlé à M. Bonne, puisque je m'étais adressé à lui. J'avais dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des panneaux en fait, photovoltaïques et vous, voilà, on sait pertinemment qu'une crèche, c'est vachement énergivore. Quoi. Vous ne chauffez pas une crèche comme vous chauffez, je dirais, une salle de sport ou une salle polyvalente. Voilà, c'est tous ces sujets-là auxquels il faut anticiper, enfin, je veux dire, il faut vraiment anticiper. Puis là, on a une épée de Damoclès d'ici quelques années qui va nous tomber. Croyez-moi que c'est important. On se doit d'être, voilà, d'y penser, d'être. Encore une fois, de décider. Mais ça, c'est mon épée. C'est complémentaire, c'est bien. Mais. Non, c'est très bien. Des petits. C'est aussi pour ça que nous, on a proposé cette étude d'opportunité. Voilà, je vous dis, on a mis en place un cofinancement, donc ça ne coûte pas cher pour les communes, parce qu'il faut y aller, quoi. Après, vous prenez vos décisions, mais vous avez les éléments. C'est indispensable. Voilà, je poursuis. On intervient aussi donc, en matière de tourisme, aménagement du territoire, sur des études en amont. On intervient par exemple sur la reconversion du site des Escales pour certains codétrons. C'est en Moustrine. Donc c'est un ancien site thermal qui fait 5 hectares, qui est à l'abandon, une friche. Et donc la communauté de communes se demande quelle destination possible pour ce site, quels sont les investissements que ça nécessiterait, quel type d'investisseurs on peut aller chercher pour quel type d'activité. Donc on est capable de faire ce genre d'études, alors pas tout seul, mais on sait s'entourer des gens qui vont bien. On intervient donc sur le centre de montagne de Clijmal. Je reviens à mes sujets de fonctionnement parce que je sais que c'est un point très très difficile pour l'ensemble des collectivités. Voilà, c'est pareil, ils ont un centre qui consomme, il faut trouver une rentabilité économique, donc comment on fait, qu'est-ce qu'on peut aller diversifier éventuellement comme clientèle, qu'est-ce qu'on peut faire comme effort structurel pour diminuer les coûts de fonctionnement, donc tout ça on les accompagne. La même chose sur le centre de sport de mer de Saint-Cyprien que j'ai cité tout à l'heure, c'est un gros projet d'investissement qui sort. On intervient aussi pour les stations de montagne des Pyrénées-Orientales. On a des superbes stations de ski, mais on n'a que des stations de ski aujourd'hui. Certaines s'organisent quand même, pas non plus trop réducteurs. L'idée, c'est de voir comment on peut les amener à travailler ensemble, à mutualiser un certain nombre de choses, à partager une politique commerciale, de manière à ce que demain, on étende la saison sur ce qu'on appelle les aides de saison, voire la totalité de l'année, et que vu le réchauffement climatique, on ne soit pas en difficulté économiquement sur ces communes et ces cantons-là d'ici quelques années. Donc on les accompagne sur cette réflexion-là. On accompagne aussi un certain nombre de collectivités sur une étude de préfiguration pour la mise en place d'un syndicat mixte de production d'eau potable. On parle de consommation énergétique. L'eau, on sait aussi que c'est un enjeu majeur de demain. Comment est-ce qu'on anticipe, je reprends ce mot, comment est-ce qu'on anticipe demain pour aider l'ensemble des collectivités vis-à-vis de ces sujets-là. Voilà, donc là, je vous ai fait, brossé très rapidement, vous voyez, je ne triche pas, c'est écrit rapport d'activité 2020, c'est vraiment la situation. Je vous mets des images quand même, parce que ça parlera mieux que des paroles, pour illustrer ce qu'on vient de balayer ensemble. Alors, je suis pas dans l'affichage du début, voilà. Alors, vous avez vu que juste sur la diapositive précédente, on parlait de production d'eau. Bon, ça doit tous vous rappeler quelque chose lors du dernier conseil municipal. Vous avez bien compris qu'une SPL, ça évite en fait certains débordements ou de favoritisme de société ou autre, ou de faire appel à une entreprise familiale, voilà, sans vouloir évoquer de nom. Mais voilà, ça sert à tout ça une SPL. Et l'SPL, c'est un SPL, ça évite justement tout débordement et toute chose, on va dire, maladroite ou mal faite par certains élus, voilà, ou certains employés aussi. J'ai essayé de meubler un peu, je vais encore essayer. Ça, par contre, ça fait partie de 20 minutes, on a le cœur qui me Non, c'est fou. Non. Moi, je préfère qu'on prenne le temps et que, comme ça, on a toujours pareil. Si jamais des personnes souhaitent, une fois qu'Anne-Chantil aura fait son exposé, aura fait sa présentation, après, il y aura les questions.
Si vous souhaitez après prendre rendez-vous avec elle dans les semaines suivantes, surtout n'hésitez pas. Ah, merci Monsieur le maire, parce que du coup je ne vous ai pas dit, mais bien entendu on vous accueille dans nos locaux, nous sommes situés à Toulouse, avec le plus grand plaisir pour vous montrer notre organisation. Là c'est vrai qu'on est un peu Covid, c'est compliqué en ce moment. Dans tous les cas, sachez qu'on s'organisera pour vous montrer comment on est organisé, voilà, de la manière dont on travaille. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de rigueur et de contrôle analogue. On travaille sur un outil de gestion opérationnelle qui s'appelle GO7, qui nous permet de suivre le suivi opérationnel des opérations, et cet outil-là est corrélé avec notre système comptable. Donc ça veut dire qu'on peut sortir tous les documents nécessaires de manière très simple et avoir des visualisations, soit en matière de bilan, soit en matière de prévision. Voilà. Alors, quelques photos. Le centre de secours de Cerdagne, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc une opération que nous avons livrée en octobre 2020, voilà, qui fait un peu plus de 2 millions d'euros, qui s'est très bien passé et sur lequel on était maître d'ouvrage délégué, donc pour la commune de Bourg-Madame. Malgré le confinement et les mesures sanitaires, là pour le coup c'est une opération qu'on a livrée en temps et en heure, hein, qui n'a pas subi de retard lié aux conséquences sanitaires. Je vais vite, hein, mais si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Nous travaillons sur l'EHPAD d'Aisne, donc une opération à 6 millions d'euros, en maître d'ouvrage délégué toujours. Donc là, c'est à la fois une réhabilitation et une extension de l'EHPAD, puisqu'un certain nombre de lits de chambres sont passés en zone à risque inondable. Et là, la particularité, c'est qu'on travaille aussi en site occupé. Hein, donc on a des mesures sanitaires drastiques à prendre en compte. Et donc, nous avons pu commencer le chantier en septembre de cette année avec une autorisation de l'ARS. Nous travaillons aussi sur Céré, donc pareil, là c'est la reconstruction de l'EHPAD. On a un EHPAD qui est relativement vétuste. Le projet pour l'instant est en cours de relance, puisque suite au changement de municipalité, il y a eu un changement de localisation du projet sur la commune. Donc on a relancé la phase concours, on refait ce qu'on appelle un programme technique détaillé pour adapter le projet au nouveau lieu. L'EHPAD de Salles-sur-le-Château, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, vous connaissez, donc une opération à peu près à 9 millions d'euros, 87 000, 18 mois. Là par contre on a subi des aléas liés à la crise sanitaire, et puis des aléas aussi liés à un certain nombre de défaillances d'entreprises, donc on a été quand même, la livraison a été différée. Je vous invite à aller visiter, c'est vraiment très chouette. Hein. Voilà, c'est à côté de chez vous. L'hôpital de Tuire, alors là, donc c'est sur le site de l'hôpital de Perpignan, en fait, on fait une extension du pôle psychiatrique de l'hôpital de Tuire. Donc là, nous sommes en cours de réception des travaux, hein, un chantier qui aura duré 36 mois pour 6 millions d'euros. Alors, donc ça, c'est des opérations de construction portées par Aussi Aménagement, toute une partie par Aussi Aménagement, mais plus ouvrages délégués. On a aussi là des opérations que nous portons à 100%. Je vous disais tout à l'heure qu'on intervient pour des bailleurs sociaux. Ben là, on a une opération sur Millas, où on fait la construction de 21 logements locatifs sociaux. Alors, le bâtiment est un peu particulier. Vous voyez qu'il est sur pilotis. Vous ne voyez pas, je peux en voir un petit peu. Parce qu'on est en zone inondation avec le PGRI, donc on s'est adapté, bien sûr. Donc là, on a démarré le chantier. On est en train de couler les fondations. On va en construire un aussi à Salles, sur le château, donc sur la zone que nous ouvrons pour l'habitation, puisqu'on a un quartier d'habitat dans ces grands. Merci, c'est très gentil. Voilà, donc là on a un collectif de 18 logements qu'on va attaquer d'ici 2 mois. Hein, les entreprises ont déjà été sélectionnées, donc on n'a plus qu'à les notifier. La même chose sur le boulot. Ce que je disais tout à l'heure, parce que je vois les arbres, ça m'y fait penser. Hein. Je disais tout à l'heure qu'on était quand même vigilant, non seulement au prix de sortie, mais à la qualité des opérations qu'on mène. Hein. Là, typiquement sur le boulot, je fais un clin d'œil au chargé d'opération qui n'est pas là, mais qui a déplanté les arbres existants et qui a replanté les arbres existants. Hein, parce qu'on avait quand même des espèces qui étaient assez anciennes ou d'un certain rang, voilà, donc on a gardé les arbres. Hein, on a tout vendu. En 6 mois, on a vendu 80 terrains. Hein. Voilà, Cœur de Pia, donc là c'est un îlot commercial, c'est un peu le même esprit de ce qu'on va faire sur Salles, sur le château, sauf que là c'est pareil, il y a eu un changement de municipalité qui remet en cause le projet, donc là il y a des choses à retravailler avec la municipalité. Mais c'est aussi pour vous dire qu'on s'adapte aussi à la
on est propriétaire des terrains, on peut faire le projet, il y a un changement de municipalité, on rediscute avec les nouveaux entrants pour adapter le projet aux besoins et la vision politique des nouveaux entrants. Ce qui nous distingue d'un promoteur lambda qui lui aurait dit je suis propriétaire du terrain, je porte le foncier, je fais mon projet et puis j'avance quoi. Donc le pôle commercial de Salles-sur-le-Château, donc 2 bâtiments comme j'évoquais tout à l'heure, un pôle médical et puis un bâtiment en plus sur la partie commerce classique. Voilà, donc là on est en train de finaliser les contacts avec les preneurs et comme on construit et qu'on revend ce qu'on appelle en VFA, en vente en futur état d'achèvement, dès lors qu'on a 60 à 70% de pré-commercialisation, on peut aller voir les ventes, lever les fonds et faire le projet. Donc on est dans cette phase de négociation avec les preneurs. Les opérations d'aménagement, pour aussi aménagement, bon voilà, on en a une sur Prades, on ne voit pas grand chose à part la montagne derrière. Et puis l'espace entreprise méditerranée que j'ai cité aussi, toujours dans notre vocation d'ancrer des entreprises sur le territoire. Ça c'est juste une petite perspective sur aussi l'aménagement. Et donc sur Pyrénées-Orientales Aménagement, je ne sais plus si je vous l'ai dit, parce que je finis par vous savoir ce que... Ah, ça y est, j'ai accéléré, mais alors je vous de là. L'intérêt que vous travaillez avec POA, alors POA, comme ce sont des capitaux 100% publics, quand vous travaillez avec POA, vous travaillez en gré à gré, ce qu'on appelle in-house, sans mise en concurrence, c'est vraiment l'extension des services des collectivités. Vous n'avez pas les moyens, les ressources, les RH pour le faire, là, finalement, la structure, elle est là, on définit le besoin ensemble, on signe un mandat, et puis on travaille un peu comme si on était vraiment l'extension de notre collectivité. Sur l'aménagement, du fait qu'il soit capitalisé pour une partie par des fonds publics et une partie par des fonds privés, a l'obligation d'être mis en concurrence. Bon, dès lors qu'on dépasse les seuils des marchés publics, parce que par exemple, sur les études jusqu'à 40 000 euros, il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence. Mais en tous les cas, le personnel de ces 2 sociétés est miscible, et c'est légal, pas de problème. C'est qu'on peut commencer une opération, par exemple, avec Roussillon Aménagement, et la finir avec Pyrénées-Orientales Aménagement. Et que vous n'avez pas de rupture d'interlocuteur dans un projet, ou l'inverse, commencer avec Pyrénées-Orientales Aménagement, qui va se dire on va passer sur une réalisation, c'est Roussillon Aménagement qui va emporter une partie financière, ou la totalité, et vous n'avez pas de changement d'interlocuteur. Votre chargé d'opération, chef de projet chez POA, reste votre chef de projet chez Roussillon Aménagement. C'est important. Il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. Alors, ouvrir avec PDF. Donc je vous fais le même exercice sur... Je me fais à chaque fois. Sur Pyrénées-Orientales Aménagement, toujours pour étayer les propos de ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Voilà, alors on va passer sur un projet qui est quand même extrêmement important, qui est la construction du collège de la Salanque, qui est une très belle opération, puisque vous voyez c'est une opération qui fait une vingtaine de millions d'euros, qui a un enjeu effectivement, je vais dire très important, mais c'est stratégique pour vous quand même accueillir un collège, ça veut dire c'est aussi accueillir une population, ça veut dire c'est remettre en cause sans doute une partie de votre PLU, c'est des VRD, c'est plein de choses qui s'agrègent autour d'un collège. Donc effectivement, c'est nous qui avons le mandat de maîtrise d'ouvrage délégué pour la construction de ces collèges. Les collèges, historiquement, c'est un peu notre business quand même. Donc là, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, effectivement, a consisté à lancer ce qu'on appelle un concours de maître d'œuvre pour sélectionner l'architecte. Donc là, il y a d'abord une première phase où on sélectionne des candidatures, des candidats de groupement d'architectes possibles. Puis ensuite, parmi ceux qui sont sélectionnés, on retravaille avec eux pour qu'ils fassent une offre et une proposition. Et donc là, le groupement d'architectes qui a été sélectionné, c'est Espagno et Milani, qui travaillent sur le projet aujourd'hui. Nous avons terminé ce qu'on appelle la phase d'avant-projet sommaire, qui permet à partir de l'esquisse initiale proposée de rentrer un peu plus dans les besoins, dans la circulation, dans les fonctionnalités, vraiment dans le besoin fonctionnel, qui permet aussi d'affiner le prix. Et dès lors qu'on est calé sur cette phase d'avant-projet sommaire, on engage la phase d'avant-projet détaillé. Donc ça, tout ça, c'est en cours. La commune est associée aux différents comités de pilotage. Le
aussi sympa, à peu près 8 millions d'euros, et on vient aussi de terminer la phase d'avant-projet sommaire pour engager la phase d'avant-projet détaillé. Voilà. Plusieurs opérations d'aménagement, de concession d'aménagement, donc sur MIAS que je citais tout à l'heure, où on a quasiment commercialisé la totalité de la concession. Sur l'Atelaire, où on a finalisé la commercialisation de la tranche 1, hein, on est en train de finaliser les acquisitions foncières pour engager l'aménagement de la tranche 2. Sur la race close, là ça a été, mais j'allais dire la race close, c'est un peu, c'est au boulot, c'est un peu comme Clara. Pour moi, vous êtes sur des lieux qui sont carrefours, qui sont très très bien situés, et donc on a commercialisé ce lotissement à la vitesse de l'éclair. Enfin, je pense qu'on a bénéficié aussi de l'effet post-crise sanitaire, c'est-à-dire que les gens se sont dit je ne veux plus jamais revivre ça, mon appartement avec mes enfants, il faut absolument que je trouve un terrain et que je construise une petite maison. Voilà, Sury-sur-Texte, hein, donc vous avez des exemples voilà, de photos de ce que nous aménageons. Là, la ZAE MIA, donc pour l'instant il n'y a pas grand-chose à voir encore, et puis le plan d'aménagement de la ZAE Nice-sur-Texte, pour laquelle nous sommes en phase d'étude et nous engagerons les travaux d'ici la rentrée. Voilà, le SEG que j'évoquais tout à l'heure, pareil, une opération qui marche bien parce qu'elle correspond, encore une fois, elle correspond aux besoins du marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas à côté de ce qu'il faut faire. On a défini avec la commune pour répondre et être en phase avec le besoin. Dans les opérations de centre-bourg, donc j'ai cité ça sur le château tout à l'heure, hein, qu'on a accompagné pendant plusieurs années sur ces opérations-là. Et puis MIAS aussi, où on a mis au point en fait pour eux le plan guide avec l'ensemble des investissements à réaliser, des fiches actions relativement détaillées, les subventions qu'on peut aller sur certaines fiches actions, de manière à ce qu'ils puissent ensuite passer à l'étape de la réalisation. Voilà, en matière d'énergie, bon, quelques exemples j'ai cités tout à l'heure hein, sur les bâtiments du département. Le site des Escales, vous avez une petite photo là, du fameux site de 5 hectares, ancien site thermal des Escales, avec des bâtiments qui sont dans un état de vétusté pour certains assez avancé. Là, on a une toute petite photo du site du Puigmal, hein, c'est juste pour montrer les circulations, parce qu'on s'est pas mal interrogé aussi sur la population à accueillir dans les années qui viennent, et en tous les cas les attentes de la population. Là, c'est une photo de ce que sera peut-être le site de l'UT6 à Saint-Cyprien, hein, voilà, sur laquelle on travaille. Donc là, on a un mandat d'étude et derrière, on va déboucher sur un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué aussi pour la réalisation de la réhabilitation et des travaux. On a aussi fait 3 petites opérations là, qu'on est en cours sur les communes d'Air, de la Tour de Carole et d'Océja, mais toujours dans la réalisation de petits lotissements communaux. Voilà, la fameuse étude que j'évoquais tout à l'heure sur les stations de montagne, hein, la transformation des stations de ski en stations de montagne, et j'ai fait le tour au pas de course, vraiment. Mais je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Péloncillon, et merci en tout cas, voilà, l'échantillonnage a été bien là, je crois que vous avez touché quasiment tous les secteurs. Et ben, je vais laisser mes collègues, et si jamais ils ont des questions à vous poser, surtout n'hésitez pas. Vous avez la parole. Mais écoutez, je crois que vous savez. Vous voyez, comme quoi c'était intéressant de lui laisser quand même 20 minutes, plus quand même le quart d'heure de catalan en bonus. Ouais, je crois que ça doit être ça. Ah, ouais, voilà. C'est ça. Mais c'est bien. Avec coordonnées, vraiment, on est à votre service pour vous aider. S'il y a un message que je dois faire passer celui-là, c'est celui-là. On est une société anonyme, on a des procédures, on est rigoureux, on est performant, vraiment, voilà. On serait ravis de travailler demain à vos côtés, en dehors du très beau projet que vous avez sur la construction du collège. Mais voilà, si vous avez des velléités sur ce bâtiment ou sur les extensions d'école, sur tout projet de quelque nature que ce soit, sachez qu'on accompagne, c'est pour ça que c'était intéressant aussi de citer monsieur Saint-Arnac, monsieur le maire, c'est qu'on travaille pour des toutes petites communes et c'est aussi notre cœur, hein, d'aider les petites communes qui ont encore moins de moyens que les communes moyennes ou plus grosses. Et on travaille aussi, comme vous l'avez dit, sur des grosses opérations, donc on s'adapte, hein, on sait s'adapter à l'exigence qui est la vôtre. Je vous remercie beaucoup. Et aussi, pourquoi pas, pour, pas tout de suite, hein,
un élargissement aussi, enfin une extension de la STEP, de la station d'épuration. Parce qu'avant de faire des constructions, autant quand même essayer de traiter nos eaux usées. Les infrastructures. L'infrastructure d'abord. Qui doivent accompagner le développement, absolument. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions là. Bon, écoutez, voilà, on vous a fait passer en premier parce qu'après, c'est vrai qu'on va faire effectivement l'appel et autres. Et je crois que c'était plus simple pour vous. Vous n'alliez pas quand même subir un conseil municipal complet et de passer à la fin. Surtout que je n'ai pas ma place. Mais... Voilà, surtout, oui, mais votre numéro c'est voilà, en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis surtout, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent, si vous voulez venir, on vous accueille avec plaisir. Mais écoutez, Madame Cotel-Rossillon, merci beaucoup. Merci à vous. En même temps que vous avez quitté la salle, je tenais aussi à remercier, parce que c'est vrai, on ne la remercie jamais. Et c'est notre responsable communication qui est là, au milieu, entre nous, avec sa caméra, et sans trembler, je ne sais pas comment elle fait, moi je n'y arriverai pas. Je tenais aussi, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée, et merci encore. Je tenais aussi à remercier, parce qu'aujourd'hui vous avez vu qu'il manque Madame Sylvie Solana, notre directrice générale des services. Merci Madame Petit-Rossillon, merci beaucoup encore. Il nous manque aussi notre directrice générale des services qui malheureusement pour des raisons de Covid est absente. En tout cas voilà, elle est avec nous par la pensée et je peux vous dire que tous les jours, donc elle culpabilise de ne pas venir au travail, je peux vous dire pourtant qu'on est tous les jours au téléphone, tous les jours on s'échange des mails, tous les jours, voilà, franchement c'est des comme ça, elle est là, hein. Donc il n'y a aucun problème. Et je retire mon masque parce que après je monte dans les... Je vais m'excuser. Voilà, donc vous avez bien compris que là vous avez la présentation des deux SPL. Comme je vous l'avais signifié la dernière fois, je connais les deux SPL, je connais leur méthodologie, je connais aussi leur façon de travailler. Donc le mois prochain, lorsque nous allons faire notre prochain vote, vous aurez mon vote qu'à la fin, comme ça je vais influencer personne. Voilà, je voudrais être sûr que... Et voilà, mais après je peux en discuter avec vous, il n'y a aucun souci. Si moi je peux vous apporter quelques détails, en aucun cas je vous influencerai, c'est simplement vous apporter en fait quelques éclaircissements ou quelques questions qui vous gêneraient ou pas. Et je vous dirais, moi, simplement, je relèverai le préfet et un retour d'expérience. Simplement, un retour d'expérience. Voilà. Écoutez, nous allons passer à la suite du conseil municipal. Et je vais demander à Madame Marjorie Gonzalez de faire l'appel. Monsieur Marc Petit. Présent. Madame Nathalie Denis. Présente. Monsieur Jean Puginet. Présent. Madame Joëlle Estella-Métois. Présent. Monsieur Guy Balzac. Présent. Madame Marie-France Profidal. Présent. Monsieur Jean-Louis Vinciguera. Présent. Madame Isabelle Lemoué. Monsieur Alain Buffet. Présent. Madame Nazira Nzouri. Monsieur Frédéric Nicolo. Présent. Madame Marjorie Gonzalez. Présente. Monsieur Laurent Cassini. Madame Jennifer Dubec. Monsieur Jean-Claude Bagnous, excusez qu'il y a donné procuration à Monsieur Laurent Cassini. Madame Camille Caveribert. Monsieur Joël Dudiani. Présent. Madame Myriam Pouillot. Monsieur Manuel Gomez. Présent. Madame Nathalie Burin, excusez qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis. Madame Angélique Saoli. Monsieur Kentoalen. Présent. Madame Jérôme Maréline. Monsieur Barbé Michel. Madame Inocé Fabienne. Monsieur Noguet Jean-Marie, excusez qui a donné procuration à Madame Angélique Saoli. Et Monsieur Bagnous Stéphane, excusez qui a donné procuration à Monsieur Michel Barbé. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Gonzalez. Le quorum donc étant atteint, je vais aussi proposer donc la plus jeune de nos conseillères municipales, afin qu'elle soit secrétaire de séance, sauf bien sûr s'il y a dans la salle ici un autre candidat. Y a-t-il un autre candidat? Non, bah écoutez, donc je vais proposer Madame Marjorie Gonzalez. Qui est contre? Qui s'abstient? Bah écoutez, je vous remercie. Votez à l'unité. Nous allons enfin commencer notre premier point, qui est le vote de compte de gestion de l'exercice 2020, le budget principal de la commune. Et je vais laisser, comme pour l'ensemble du budget, qu'il soit de 2020 comme de 2021, 2021 je serai bien sûr obligé de quitter
la salle, de laisser M. Valzac nous détailler ses points. M. Valzac, c'est à vous. Oui, monsieur le maire. Tout d'abord, expliquer peut-être effectivement ce qu'est le compte de gestion, dans le sens où on a l'impression, quand on regarde cela, qu'on va voter un budget 2020, alors que ça a déjà été fait, les montants, on n'en parle plus, c'est fait, c'est dépensé, c'est encaissé, etc. Et le compte de gestion est un document simplement de contrôle comptable établi par le receveur municipal chargé des flux de la trésorerie, donc les recettes, les dépenses, diligentées par le maire. Ce compte de gestion, qui reproduit toutes les opérations constatées, doit concorder parfaitement avec le compte administratif. Il s'agit en fait d'une formalité administrative puisque nous devons simplement valider la concordance entre ces deux documents établis d'une part par le receveur et le compte administratif des budgets et engagements 2020 et non pas, comme ça peut donner l'impression, le vote sur les montants. Il s'agit ni plus ni moins de vérifier la concordance entre ces deux comptes. Vous rappelant que ce document a été joint à la convocation et cette validation doit donc se faire pour chacun des budgets, que ce soit l'eau, l'assainissement, etc., qui ont été votés en 2020. Cette validation, donc, a pour objet, je le disais, de concordance entre les deux comptes administratifs et de gestion, parce que, si vous voulez, dans un certain sens, le trésorier, lui, a fait des recettes, a fait des dépenses qu'il a attribuées dans ses livres à Cléra, et il peut très bien s'être trompé également, hein, il a dépensé quelque chose pour Pia, et puis finalement il l'a imputé à Cléra. Donc ça ne concorderait pas, avec nos comptes administratifs. C'est pourquoi il y a comparaison de ces deux comptes. Or, tous ces comptes ont été joints à la convocation. Et simplement, on va commencer par le vote sur le compte de gestion du budget 2020. Je n'aime pas trop, en fait. Donc, pour l'eau, concernant l'eau, est-ce qu'il y a, puisque tout le monde a reçu les différents documents, est-ce qu'il y a des questions sur le compte du budget annexe eau? S'il n'y a pas de questions, je propose à monsieur le maire de procéder à son approbation. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Valzac. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Donc après, pour le troisième point, donc... pardon. Non, j'allais reprendre le troisième point, qui est l'assainissement. Et donc, même chose, hein, s'il y a des questions à poser, sinon, monsieur le maire peut procéder à son approbation. Là. Voilà, donc toujours pareil. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons donc proposer de la même manière pour le compte de gestion du budget annexe, le vieux chai. S'il n'y a pas de questions, monsieur le maire peut proposer son approbation. Voilà, je vous remercie beaucoup, monsieur Valzac. Donc voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Avant de passer à l'autre point, monsieur Valzac, on va, par rapport au point numéro 1, on n'a pas voté, donc ça serait bien de le voter. Voilà. Donc, avant de passer, donc on va revenir sur le point numéro 1, 2 secondes, c'était le vote de compte de gestion pour l'exercice 2020. Du BP, comment dire, de la ville de Cléra. Oui, c'est général. Voilà. Tout à fait. Et donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Je vous laisse la parole à monsieur Valzac. Enfin, nous allons simplement faire de même pour le compte du CRES. S'il y a des questions à poser, sinon, monsieur le maire peut proposer son approbation.
Écoutez, je vous remercie, M. Balzac. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Voilà. Donc, simplement, avant d'aborder le budget, en fait. Voilà. Je veux simplement rappeler que les comptes administratifs des 5 budgets de la commune ont été joints à la convocation. De plus, le vote de compte administratif doit se faire sans la présence de l'ordonnateur. Donc je vais devoir quitter la salle et je vais donc laisser céder ma place à la première adjointe, Madame Nathalie Denis. Avant d'attaquer le budget 2021, je tenais aussi à remercier, parce que je risque d'oublier, j'ai bien compris que je n'avais pas la grande forme ce soir, mais c'était mieux hier soir. Voilà, donc simplement pour vous dire aussi que je remercie quand même l'ensemble des élus. Il faut savoir que ce budget qui a été monté à une vitesse grand V, puisque nous avons eu tous les rapports du TP donc, du vendredi juste avant le week-end de Pâques. Je veux tenir à remercier bien sûr les agents, les employés communaux qui ont travaillé pendant le week-end de Pâques pour ça. Nous nous sommes aussi rencontrés chez moi, donc je tiens à remercier aussi les agents qui sont venus à la maison pour finir les dossiers. Remercier aussi M. Balzac qui, malgré son indisponibilité qui était temporaire, a repris à vitesse grand V l'ensemble des éléments et qui vous donne bien sûr ce soir. Voilà, donc je vais quitter la salle. Je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure. Nous allons donc passer au numéro 6, le vote du compte administratif exercice 2020 du budget principal de la commune. Et donc je passe la parole à M. Guy Balzac, agent finance. Alors de la même manière que nous avons procédé pour le compte de gestion, nous faisons un rapprochement donc maintenant avec le compte administratif. Il avait été, pour mémoire, le budget principal de la commune avait donné pour mémoire en total budget un excédent de fonctionnement de 916 826,83 €, un excédent d'investissement de 690 607,75 €, soit un excédent global qui a été de 1 607 437,58 €. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité. Pour le point 7, vote du compte administratif exercice 2020 du budget annexe O de la commune. Je repasse la parole à M. Guy Balzac, agent finance. Encore une fois, donc, on ne vote pas les montants, c'est simplement un rappel. Alors, ce compte O avait eu en total budget un excédent de fonctionnement de 156 517,36 €, un excédent d'investissement de 369 769,55 €, et donc un excédent global de 526 286,91 €. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Le point 8, vote du compte administratif exercice 2020 du budget annexe assainissement de la commune. Et je passe la parole à M. Balzac. Alors, pour l'assainissement, il y avait eu en total budget un excédent de fonctionnement de 68 074,83 €, un excédent d'investissement de 408 893,63 €, soit un excédent global qui avait été de 476 968,46 €. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Le point numéro 9, vote du compte administratif exercice 2020 du budget annexe le vieux chai de la commune. Je repasse la parole à M. Balzac. L'année 2020 pour le budget du vieux chai s'était terminé avec un budget total, global, donc d'excédent de fonctionnement
il n'y en avait pas eu, donc zéro. Un déficit d'investissement, 74 838,52 €, soit un déficit global de 74 838,52 €. Et nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Le point 10, vote du compte administratif exercice 2020 du budget annexe LCRES de la commune. Je repasse M. Ivalvac. Donc le budget du CRES pour 2020 s'était terminé avec au total budget un excédent de fonctionnement de 56 355,91 €. Il n'y avait pas d'excédent d'investissement. Donc l'excédent global est resté de 56 355,91 €. Et nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Les votes des comptes administratifs étant terminés, je retourne chercher Marc qui reprend sa place et préside la suite du conseil municipal. Écoutez, je vous remercie. Donc, j'ai essayé d'écouter quand même à côté, mais je ne sais pas qu'on n'arrive pas. Je n'ai pas fait mon effort. J'espère que tout s'est bien passé. Nous allons donc passer à 11e point qui est l'affectation de résultats du budget principal de la commune. Et de nouveau, je vais laisser M. Valzac prendre la parole. Il s'agit donc maintenant de voter sur les reports des différents résultats positifs ou négatifs de l'année qui s'est terminée, l'année 2020, et de les intégrer dans chacun des budgets du nouvel exercice qui a repris pour 2021. Rappelons donc que pour le budget principal de la commune, il y avait eu un solde de fonctionnement qui s'élevait à 916 826,83 €. Je propose d'en affecter 200 000 € de ce solde à la section de la section de fonctionnement à l'investissement au compte 1068 et le reste, soit un montant de 716 826,83 € au compte 002 en recettes de fonctionnement. Je vous remercie, M. Valzac. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Là, c'est pareil, je vais de nouveau redonner la parole pour le point numéro 12 à M. Valzac, pour l'affectation de résultats du budget annexe de l'eau de la commune. Alors, le budget 2020, toujours de la commune, donc annexe eau, laissait apparaître un solde de 156 517,36 € que je propose d'affecter donc directement au compte recette 002 en recette de fonctionnement. Donc 156 517,36 €. Je vous remercie, M. Valzac. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Je vais de nouveau relaisser la parole à M. Valzac pour l'affectation de résultats, cette fois-ci pour l'assainissement. Il en va de même donc pour le budget assainissement qui laissait un solde de fonctionnement de 68 074,83 que je vous propose d'affecter entièrement au compte 002 en recette de fonctionnement. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Je redonne la parole à M. Valzac, donc pour l'affectation du budget annexe et pour le vieux chef. Alors le vieux chai, lui, qui laissait apparaître un solde de fonctionnement de 0 €,
avec par contre un déficit de 74 838,52 € en section investissement. Il n'y a donc rien à reporter en recettes de fonctionnement. Excusez-moi, je vais y arriver. Ouf, voilà. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Et pareillement aussi pour l'affectation du budget annexe L13, je laisse la parole à M. Balzac. De même pour ce budget, son solde à la fin de l'exercice 2020, donc laissait apparaître un montant de 56 355,91 € et je propose donc de l'affecter au compte 002 en recettes de fonctionnement, affectation donc sur les écritures de 2021. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Je vais aussi encore également de nouveau redonner la parole à M. Balzac pour le vote des taux communaux pour l'année 2021. En fait, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d'habitation, pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir de l'année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Concernant le département des Pyrénées-Orientales, ce taux pour l'année 2020 s'élevait à 20,10%. En fait, c'est donc le taux qui était appliqué à l'époque par les Pyrénées-Orientales, que tout le monde retrouve sur sa feuille d'imposition. Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l'application d'un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d'habitation pour les finances des communes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu un retour du gouvernement par rapport à la suppression de la taxe d'habitation qui avait été imposée aux communes. Ce transfert de taux n'a donc également aucun impact sur le montant final de la taxe foncière réglée par le contribuable local. La seule chose, c'est que ce qui va être payé par le contribuable entrera directement donc, dans les caisses de la commune et non plus au département. Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021 équivalent au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de voter un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties égal à 38,31%. Pourquoi? Parce que la commune appliquait 18,21% et récupère maintenant donc le taux qui était appliqué par le département, qui était donc de 20,10%. Le taux de la taxe foncière donc, sur les propriétés non bâties, lui, par contre, n'est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe locale et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 2020, à savoir 35,34%. Donc, deux taux. Il y a celui qui ne change pas sur les propriétés non bâties et celui maintenant qui va être au bénéfice de la commune de 38,31% que je vous propose, monsieur le maire, de faire adopter. Je vous remercie. Écoutez, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Je vais aussi passer le point pour le point 17 sur le budget primitif de la commune. Je vais redonner la parole à M. Balzac. Donc là, par contre, il s'agit du budget 2021 et le budget principal de la commune qui, selon ce qui a été remis à chacun, donc laisse ressortir
des dépenses de fonctionnement pour un montant de 4 506 666,25 € et en recette, bien sûr, en équilibre 4 506 666,25 €. L'investissement, lui, laisse apparaître un montant de dépenses d'1 944 444 € et des recettes d'un même montant, 1 944 444 €, soit un budget total de 6 451 110,25 € et en recettes 6 451 110,25 €. Je vous remercie, Monsieur Valzac. En tout cas, avec ces chiffres, qui pour moi sont très clairs, on a toujours l'impression que Cléra est une ville excessivement riche. Et c'est vrai, quand on est ici, on se dit, mais où est l'argent? Et ça fera l'objet d'autres. Voilà. Juste en comparatif, une ville comme par exemple comme Toreil, qui est une ville plus petite que nous et qui n'a pas la zone commerciale, par contre c'est vrai qu'elle a cette attractivité d'avoir du tourisme l'été, ils ont un budget nettement supérieur au nôtre. Voilà, parce que des fois, c'est vrai quand on dit « Ah, à Toreil on fait ça ou à Toreil on fait ceci », ou dans d'autres collectivités on fait ça. Je n'arrêterai qu'à cette ville-là que j'affectionne. Je tiens à remercier justement Mado par rapport à ça. Donc voilà, simplement, je crois que ce chiffre tout simple, c'est vrai qu'avant, sur les anciens conseils municipaux, nous avions, bon alors franchement, une seule feuille suffisait, hein, vous l'avez vu, hein. Voilà, faut pas. Au moins, on a une visibilité sur les finances de la ville. Voilà. Excusez-moi, nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Alors, c'est très reposant pour moi ce soir parce qu'à chaque fois, je donne la parole à mes collègues et ce n'est pas fini. Donc, pour le point 18, je vais laisser M. Valzac d'ailleurs l'évoquer, l'énoncer et vous expliquer. Donc, en ce qui concerne pour le budget haut, budget primitif qui a été arrêté, en fonctionnement, il est prévu 328 517,36 € en dépenses et bien sûr en recette 328 517,36 €. En investissement, 583 999,55 € et en recette 583 999,55 €, soit un budget total de 912 516,91 € pour des recettes du même montant, 912 516,91 € que je vous propose d'approuver. Je vous remercie, M. Valzac. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié, bien sûr, à chaque fois, n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit comme question, vous les posez, n'hésitez bien sûr surtout pas. Donc, je vais commencer. Est-ce que vous avez des questions? Vous souhaitez des détails? Sinon, donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Pour le point 19, pour le budget cognitif 2021, sur le budget annexe de l'assainissement, je vais aussi de nouveau redonner la parole à M. Valzac. Le budget retenu pour l'assainissement laisse apparaître donc en dépenses pour le fonctionnement 354 074,83 et en recette bien sûr le même montant 354 074,83. En investissement 559 893,63 € pour en contrepartie en recette 559 893,63 €. Donc un budget total qui représente 913 968,46 € équilibré en recette par le même montant 913 968,46 € que je vous propose d'approuver. Écoutez, je vous remercie. Donc, toujours la même chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Besoin de précision. On sera là pour vous répondre. Sinon, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Pour le point 20, M. Valzac, je vous laisse énoncer pour le budget annexe. Merci.
Le budget du Vieux Chez a été arrêté sur une dépense de fonctionnement de 123 900 euros, pardon, et en recette 123 900 euros. Investissement 74 838,52 euros pour le même montant en recette 74 838,52 euros. Soit un budget total de 198 738,52 euros, ayant le même montant en recette 198 738,52 euros, que je vous propose d'approuver. Je vous remercie. Nous allons procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Je laisse toujours parler M. Balzac donc pour le point suivant. Alors, le point suivant appelle le budget du CRES, budget adopté pour 2021, qui prévoit en fonctionnement 466 316,58 euros en dépenses et en recettes 466 316,58 euros. En investissement, il n'y en a pas, donc je vous propose d'adopter ce budget tel qu'il se présente. Voilà, écoutez, pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Nous allons, toujours pareil, je ne vais pas à chaque fois rappeler s'il y a des questions, il suffit que vous leviez la main et bien sûr, on vous donnera la parole. Donc nous allons procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unité. Et pour le point 22, je vais passer la parole à notre collègue M. Frédéric Nicolo au niveau de la demande de subvention pour le dégrilleur de la station d'épuration. Merci Marc. Donc notre exploitant, la SOR, nous a informé que le dégrilleur, qui est l'équipement de pré-traitement de la station d'épuration, était défectueux. Alors cet équipement a dû être remplacé depuis plus d'1 an, ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le dysfonctionnement de cet équipement peut entraîner des problèmes importants sur le traitement secondaire de la station d'épuration, qui est le traitement principal, notamment parce qu'il laisse passer un certain nombre de déchets et de débris qui sont en train d'abîmer la station d'épuration. Il est urgent que nous remplacions cet équipement. Donc la SOR nous a fait un devis à 10 733 euros. Récemment, j'ai eu Joël Bobo au téléphone, qui est la personne au département qui s'occupe des subventions, et qui nous a dit que nous pouvions être subventionnés sur l'achat de cet équipement. Ouais. Oui, de façon importante, et potentiellement 60, voire peut-être plus, auprès du département et de l'agence de l'eau. Donc avec Jean-Philippe, Carole et Sylvie, nous avons monté ce dossier de subvention qui doit être déposé à la fin du mois. Donc tout est prêt, il manque juste aujourd'hui la délibération. Donc Marc, je te laisse la parole. Je vous remercie beaucoup, M. Nicolo. Oui, c'est important. Vous voyez, une simple petite pièce. Ah oui. Il faut savoir que notre délégataire, qui est la SOR, a fait. Parce que je suis allé visiter la STEP. Moi, j'aime bien, quand je ne maîtrise pas, j'aime bien me rendre compte et d'aller sur le terrain. Je crois qu'il y a que sur le terrain qu'on arrive à se rendre compte comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, je vais proposer la visite de cette station d'épuration à tous les élus, puis on essaiera bien sûr de vous expliquer comment ça fonctionne. Même si tout le monde sait presque comment fonctionne une station d'épuration, ce dégrilleur dont parlait M. Nicolo, c'est simplement une petite pièce qui aurait dû être remplacée depuis 2018. Donc la dernière fois, j'étais surpris quand même que notre prestataire me dise, mais je lui dis, mais comment ça va être remplacé depuis 2018 pourquoi ça n'a pas été fait? Vous comprenez bien que la question est tout à fait légitime. Parce que logiquement, on a un rapport. Le prestataire a l'obligation de faire un rapport. Voilà. Ancienne municipalité. Je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est important. Imaginez que ce dégrilleur tombe en panne. On a toutes les saletés qui vont dans la station d'opération. Et c'est très, très, très dommageable. Et en plus, la réparation va coûter très cher. Ceci dit,
On abordera ça lors d'un prochain conseil municipal. Il y a déjà eu effectivement des dégâts parce que en fait, le dégrilleur ne filtre pas suffisamment bien, puisque ça avait été déjà, si on avait pu le faire 3 ans auparavant, aujourd'hui on n'en serait pas là. Aujourd'hui on va devoir en fait arrêter la station, sortir les. Rappelle-moi comment ça s'appelle ces bras. Avec les aérateurs du bassin. Les aérateurs. Ouais, pour dire que ces bactéries fonctionnent et qu'on arrive à purifier, à nettoyer cette eau sale. Donc aujourd'hui, on va devoir le faire carrément avec une rugon qui va nous coûter, excusez-moi l'expression, excessivement cher. Nous allons donc, oui, on parlait tout à l'heure de subventions. Moi, je préfère dire que on est quasiment sûr d'avoir 60% de subventions. Évidemment, si notre dossier est bien monté, et j'espère qu'il sera bien monté, c'est vrai qu'on peut aller au-delà. Mais je préfère dire 60%, soyons prudents. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Il faut savoir à chaque fois que je prends la parole pour préciser certains détails, à chaque fois, ces détails, ces précisions, je peux bien sûr le confirmer et vous donner les rapports, pas les anciens rapports de la sorte qui sont en notre possession. Voilà. Le point numéro 23, je vais laisser aussi M. Nicolo en parler. Merci. Merci Marc. Donc, au dernier conseil municipal, vous avez expliqué que nous avions le forage F3 qui était opérationnel, qui est récent et que l'on ne peut pas exploiter parce que nous n'y sommes pas autorisés. Donc, nous avons missionné un bureau d'études, un hydrogéologue, Jean-Louis Lenoble, pour monter ce dossier d'autorisation et le déposer auprès de la préfecture pour pouvoir le plus rapidement possible exploiter le forage F3 et sécuriser l'alimentation en eau potable de Cléra. Avec Jean-Philippe, nous avons reçu Sébastien Delmas, donc la personne au département qui s'occupe des subventions sur l'eau potable, et qui nous a dit qu'on pouvait également être subventionné sur le montage de ce dossier de la même façon, jusqu'à 80% par le département et par l'agence de l'eau. Donc, avec Jean-Philippe, Carole et Sandrine et Sylvie, nous avons monté le dossier de subvention qui est également prêt, qu'il faut déposer à la fin du mois et non, elle n'a pas travaillé avec nous. Et donc aujourd'hui il ne nous manque que la délibération. Donc Marc, je vous laisse la parole. Écoutez, je vous remercie, M. Nicolo. Donc nous allons procéder au vote. Donc vous avez vu à chaque fois, ce n'est pas des grandes sommes, c'est des petites sommes, 10 000 euros, 5 000 euros. Et c'est vrai qu'on en a vraiment besoin pour faire les choses correctement. Voilà, donc on passe au vote. Donc qui est contre, pardon. Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le point 24, pareil aussi, il sera évoqué par notre collègue, M. Nicolo. Alors, de la même façon, au dernier conseil municipal, je vous avais expliqué qu'à la fin de l'année, on arrive au terme des délégations de services publics et des assistances techniques pour l'eau et l'assainissement de la commune de Cléra. Donc nous avons missionné un bureau d'études qui va nous définir la solution de gestion la plus adaptée à la commune et qui va nous aider à consulter pour avoir un prestataire avant la fin de l'année. Donc c'est particulièrement urgent. Sinon, au 1er janvier 2021, on n'a plus personne pour s'occuper de nos réseaux d'eau potable et de la station d'épuration. Donc le bureau d'études a été missionné pour un montant qui s'élève à 25 625 euros. Et donc Sébastien Delmas nous a dit également que nous pouvions bénéficier de subventions importantes auprès du département et de l'agence de l'eau pour cette mission d'études. Voilà, donc le dossier a aussi été monté, il est prêt à être déposé à la fin du mois et il ne reste plus que la délibération. Écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Nicolo. Donc je vais vous demander, comme pour les autres points, de vous demander l'autorisation, bien sûr, de signer tous les documents, afférents de subvention. Et je vais donc passer au vote. Qui est contre? Qui
s'abstient? Écoutez, je vous remercie pour votre confiance et le point 24 est voté à l'unité. Le prochain point, le point numéro 25, je vais laisser notre collègue Madame Isabelle Lemouet l'évoquer. Et avant que Madame Lemouet prenne la parole, je tiens véritablement à remercier parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est pas un projet de campagne, c'est un projet de campagne. Et malheureusement, le démarrage de la prise de fonction de la collectivité a pris un peu plus de temps que prévu, le temps qu'on prenne un petit peu nos marques, et comme on a été un peu bousculé par notre visiteur qui a duré 2 mois. Voilà, en tout cas, je vais laisser, et je tiens à remercier Isabelle Lemouet et monsieur Laurent Cortini, d'avoir monté ce dossier. Voilà, je vous laisse l'évoquer. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et aux autres, parce que c'était pas... Pardon, merci monsieur le maire. Et donc, j'en profite moi aussi pour remercier Laurent Cartini à ma droite, avec qui je travaille depuis septembre sur ce dossier, et monsieur Vensigera à ma gauche, parce que tous les deux ont l'élégance de me laisser parler en notre nom à tous les 3. Mais nous avons travaillé à 3. Voilà. Alors, je sais qu'il est tard, mais j'aimerais rapidement un petit peu vous dire en quelques mots la façon dont ce projet a été construit, la façon dont nous l'avons réfléchi. Puisque tout a commencé en septembre, Laurent et moi qui travaillons à la jeunesse, nous rencontrons souvent les jeunes, nous sommes à leur écoute et on a rapidement constaté qu'il manquait un lieu de rencontre sportive. Alors vous me direz que les jeunes actuellement ils jouent sur le plateau, cet endroit qu'on appelle le plateau devant les écoles. Mais pour y aller régulièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait même des tours, on attendait de pouvoir jouer sa partie de foot tellement c'est fréquenté maintenant avec les beaux jours. Donc, nous avions la certitude que ce City Stade était nécessaire. C'est une promesse de campagne que nous souhaitons tenir en effet. Et la première des choses, ça a été de définir un lieu. On a réfléchi à plusieurs lieux. Et finalement, c'est une parcelle près du poumon vert que nous avons choisie parce qu'elle appartient d'ores et déjà à la commune et parce que ça permet aussi d'étoffer l'offre de loisirs sur cet endroit-là. On se dit qu'on peut s'y rendre en famille, on se dit aussi qu'on peut s'y rendre tout seul en toute sécurité. Donc voilà. Et ensuite, quand vraiment il a fallu concrétiser les choses pour établir le cahier des charges, toujours pareil, on est allé à l'écoute de nos jeunes. Nous avons des adolescents qui nous ont servi de cobayes aussi, on les a emmenés essayer des terrains ci et là. On a parlé de notre projet avec des personnes d'autres communes, des personnes de Touraine, des personnes d'Espira qui avaient mené ce projet-là. Et donc voilà, on a un cahier des charges précis de ce que nous attendons en fonction des souhaits de nos jeunes, parce que nous étions, enfin du moins moi, j'étais vraiment mal placée pour savoir comment on pouvait bien jouer au foot. Donc, ce City Stade, ça sera un terrain multisport qui peut être aménageable. On y jouera essentiellement au foot, mais on a aussi pensé à un prolongement pour proposer un panier de basket et un terrain, parce que voilà, on s'est rendu compte que c'est un sport en vogue qui revient. Donc voilà, pour la présentation rapide du projet, sachez que la passation des marchés de travaux se fera selon une procédure adaptée. Et il nous incombe ce soir de considérer, de soumettre au vote le montant prévisionnel global de l'opération qui s'élève à 118 000 € hors taxe. Alors il s'agit de le voter, mais avant ça, nous vous proposons de répondre à vos questions, vos éventuelles questions si vous en aviez sur ce projet. Alors, monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Mouet. Désolé, tout à l'heure, je vous dis de monsieur Vensigera. Et il n'y a pas que monsieur Vensigera, il y a aussi l'urbanisme. Voilà, c'est l'avantage. À chaque fois, je parle toujours d'une équipe municipale. Vous savez ce que j'ai oublié aussi tout à l'heure, c'est que je devais demander aux techniques, mais comme on a été un petit peu bousculé, j'avais demandé qu'on mette une affiche qui nous avait servi pour la campagne, voilà, et qui nous tient tous à cœur. Et ça serait bien, voilà, que des fois aussi certains d'entre nous la relisent, mais ça, on en reparlera après. Cette affiche sera bien sûr mise dans cette salle du conseil municipal. Excusez-moi, je vais m'égarer, mais c'est pas bien grave. Nous allons donc procéder au vote. Et qui est contre? Qui s'abstient? Ben écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité.
Nous allons passer au point numéro 26, qui est l'acquisition des voies et réseaux de lotissement pour les vergers d'Elena. Et là, je vais particulièrement remercier Monsieur Venseguera, parce que c'est vrai que lorsqu'on reprend des voiries, moi j'aime bien les reprendre et avoir la certitude, et ça, la journée a été très très lourd là-dessus, que tout se passe bien. Donc en demandant bien sûr aux personnes bien sûr référentes de lotissement, je crois que c'est une présidente, de passer les caméras au niveau de tout ce qui est réseau pour être sûr et certain que nous allons récupérer en fait un lotissement qui soit conforme à ce que conforme à nos souhaits. Je te laisse, je vous laisse, monsieur Venseguera. Merci Marc. Oui, en fait, nous avions reçu en 12/11/2019 de la part de Mme Ernst, la présidente de l'association syndicale libre du lotissement des Vergers d'Elena, une demande en vue d'acquérir les voies et les réseaux privés du lotissement en vue de leur incorporation dans le domaine public communal. Elle propose une cession au prix de 1 € symbolique. Après toutes les vérifications, le lotissement étant conforme, je vous demande de vous prononcer sur cette acquisition. Écoutez, je vous remercie, monsieur Venseguera. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Donc, on va laisser notre caméraman adoré de faire un 180 degrés, puisque je vais laisser la parole à monsieur Balzac pour le dernier point, qui est un point important. Et je tiens aussi à rappeler, parce que j'ai déjà reçu énormément de messages, qui soient comment dire, en direct lorsque je me promène dans Cléra ou lorsque je vais au marché, ou par mail ou par Messenger. Et je rappelle aussi, si possible, je demande au Cléramin d'éviter le Messenger, parce que sinon je passe quasiment mes soirées à répondre à ça, et je peux vous dire que à la maison ça ne plaît pas, et à juste titre. Donc voilà, donc Messenger n'est pas fait pour me poser des questions, ni de m'envoyer des courriers, parce qu'après je dois faire une impression, et je dois l'envoyer après par mail. Donc voilà, s'il vous plaît, vous téléphonez en mairie ou vous envoyez un mail, en espérant bien sûr que nos mails fonctionnent. Je passe bien sûr la parole à monsieur Balzac. Monsieur le maire, il s'agit donc d'évoquer le rapport que tout le monde a eu. Je rappelle simplement que la Chambre régionale des comptes exerce à titre principal sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics une triple compétence de jugement des comptes, comptable, public, d'examen de la gestion et de contrôle budgétaire. L'analyse a été menée donc sur l'exercice 2014 et les suivants jusqu'en 2020 en s'appuyant sur ce que pouvait recueillir le magistrat. Et sur la base de ces informations, il faut savoir que c'est presque de la perquisition, parce que là, je veux dire, on fouille, on regarde partout, on ouvre tous les tiroirs. Sur la base de ces informations recueillies, le magistrat donc a déposé un rapport d'observation définitive qu'il a officiellement notifié à la commune ce 2 avril 2021. Alors, monsieur le maire, j'ai lu personnellement avec beaucoup d'attention ce rapport. Ce rapport, en effet, relève des points importants quant à la gestion, des irrégularités commises, des dispositions prises en parfait conflit d'intérêts avec les élus. Il évoque la non-fiabilité des comptes par un manquement important du principe de financement des services publics. Sur la partie finance de fonctionnement, la commune présente des indicateurs défavorablement orientés. Il souligne que les agents ne travaillaient pas de façon coordonnée dans les services. Il précise l'absence de procédure de travail, la désorganisation de la gestion qui a été assurée par différents agents de manière dispersée. La commune a souffert d'un manque de compétences entraînant de nombreux dysfonctionnements. Le manque de professionnalisme, le non-respect des obligations réglementaires. Le contrôleur donne, voire oblige, à prendre certaines mesures propres à régulariser cet état. Monsieur le maire, il est indéniable, à mon avis, que les éléments relevés par la Chambre des comptes
vont avoir une incidence de premier ordre sur les décisions et les orientations que vous aurez à prendre au cours de votre mandat. Par contre, nous avions promis également au Clairenac une totale transparence de notre gestion. Dans ce sens, je vous propose d'organiser prochainement non pas un conseil municipal, mais une réunion avec l'ensemble des élus, retransmise publiquement, ayant pour unique objet de leur expliquer, détailler, lister ces points qui nous amènent à une situation catastrophique aujourd'hui. D'autant que nous avons la chance d'avoir en notre conseil quelques membres des anciennes municipalités qui, eux, pourront certainement répondre et donner aux Clairenains quelques précisions et réponses aux questions posées. Voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur Balzac. On a un petit souci technique, mais qui sera réglé d'ici quelques instants. Mais c'est pas grave, si on ne voit pas à la caméra, c'est pas bien important parce qu'on a le bonheur aujourd'hui d'avoir un son qui fonctionne. Moi, j'espère. Donc, je vais attendre. Je vais essayer de meubler un peu en attendant que le câble soit remis dans sa position initiale et afin que l'ensemble des administrés puissent au moins entendre, écouter et comprendre les réponses que veut faire Monsieur Balzac. En sachant que on a aussi une autre adjointe qui m'a envoyé des questions auxquelles je vais répondre partiellement, ou alors on les développera, et ça c'est Madame Joël-Stellato avec qui le débat, si on va les développer en fait le jour où on va effectivement faire cette séance, parce que oui, évidemment, M. Balzac, je suis pour, et j'en ai parlé d'ailleurs hier à l'opposition, afin qu'on ne fasse uniquement qu'un seul sujet, parce que le sujet est extrêmement lourd, simplement afin que les Clairenains voient. Ça, c'est le premier rapport qui a été envoyé par la Chambre régionale des comptes. On l'a reçu le 23 octobre 2020, qui est confidentiel, je dis bien, comme je dis tout à l'heure, on en fait la chair avant qu'on soit filmé, qui n'a pas été transmis, bien sûr, à nos collègues, à l'ensemble des collègues, je garde à la majorité, ni l'opposition, parce que c'est voilà, confidentiel. D'accord ? Il faut savoir que les services se sont affairés, se sont attachés, comme je vous l'ai dit en réunion, et comme je l'ai dit aussi hier soir, en réunion lundi soir de préparation du conseil municipal, à bien sûr enlever énormément de points. Voici aujourd'hui donc le rapport. Donc, voilà, il suffit de voir la différence, il fait quasiment la moitié moins. Donc nous avons déjà répondu. On se doit, comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous sommes contrôlés en fait par la Chambre régionale des comptes, on a reçu ce rapport le 2 avril. On a reçu le 2 avril et on se doit de faire l'objet, donc bien sûr, ce point. Il revient de communiquer ce rapport, bien sûr, à l'ensemble des conseillers. C'est pour ça qu'il était à l'ordre du jour. De vous l'envoyer, bien sûr, comme vous l'avez reçu, soit par PDF ou pour ceux qui n'ont pas d'informatique chez eux, ils sont venus prendre en fait les copies en mairie. Et bien sûr, on se doit de donner lieu à un débat. J'ouvre, bien sûr, la porte à ça, mais je crois que le conseil municipal est relativement long. Et comme ce rapport sera mis en ligne, et j'attendrai des questions, j'en ai déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par Messenger ou par mail, j'ai déjà énormément de questions de Clairenac, et je préfère que les questions soient juste, je veux dire, juste sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes et non pas sur des on-dit, ou des fake news. Croyez-moi que c'est particulièrement insupportable. Voilà, c'est comme ces dernières en fait, fake news, comme quoi Claire d'abord, je crois que vous vous rappelez des 5 listes qu'il y avait, je ne parlerai que ce soir que de Claire d'abord, sinon je verrai après, qui diffuse en fait grâce aux réseaux sociaux Facebook, comme quoi effectivement la municipalité a changé en parlant de l'ancienne municipalité, mais en fait on faisait la même chose. Si j'étais malhonnête, je suis désolé, j'enlève mon masque parce que je monte un peu trop dans les tours et j'ai du mal à prendre ma respiration. Donc Claire d'abord, parce que moi j'aime bien nommer et je les invite à venir en mairie parce que lorsqu'on a des choses à dire,
je crois qu'il faut les dire en face. D'accord, il faut les dire en face. Et eux, ils se servent du réseau Facebook en disant on fait la même chose que l'ancienne municipalité. Déjà, je n'ai encore jamais vu Claire d'abord aller taper à la porte de M. Twitch ou de Mme Mallet. Hein, donc le courage, je crois que c'est aussi d'aller voir aussi le maire, comme certains élus ici de l'opposition qui ont effectivement débattu, je dis bien débattu, Monsieur Twitch. Hein, c'est bien beau de faire des comparatifs, mais faut-il encore un peu s'intéresser aux conseils municipaux et savoir ce qui se passe dans sa ville. Voilà. Et donc, simplement, la fake news, c'est, au niveau de Clara d'abord, c'est on fait la même chose que l'ancienne municipalité, tout simplement parce que, effectivement, les travaux ont commencé au lotissement, je veux dire, on va les appeler comme ça, des sœurs Twitch, mais c'est normal. Madame Stéphane, si elle veut prendre la parole là-dessus, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que ces permis ont été accordés en 2016, je crois que c'est ça. Donc ils ont été accordés en 2016. Mais on n'a pas le droit légalement de dire non, vous ne pouvez pas construire. Tout ça, simplement parce que ce sont des filles Twitch. Mais attendez, c'est du grand n'importe quoi. Donc je souhaite à ce monsieur de venir en mairie et qu'il vienne débattre avec nous. Hein, et au besoin, on peut même faire ce débat enregistré, filmé en direct. Et j'arrêterai là parce qu'il n'y a pas que ça comme fake news. Je trouve ça particulièrement, excusez-moi l'expression, dégueulasse de salir comme ça. Qu'on salisse effectivement s'il y a eu des faits, et c'est avéré, mais pas sur du n'importe quoi. Je vais laisser la parole à Madame Estelle Métois, qui sera plus explicite sur ce sujet. Merci. Juste une précision sur le lotissement des sœurs Twitch. Effectivement, il y a des permis d'aménager qui ont été accordés, je crois, de mémoire en 2015 et 2016. C'est ça. Elles ont mis en œuvre début février ces deux permis dans le cadre de l'aménagement de leur foncier. Il faut savoir toutefois que nous avons saisi, par le biais d'une question, l'avocat de la commune pour savoir si effectivement les travaux pourraient être réalisés. Il se trouve que ces travaux ne peuvent pas être réalisés, les travaux d'aménagement, ne peuvent pas être réalisés dans l'immédiat puisque le bassin de rétention B2 n'a pas d'existence, enfin n'est pas encore régularisé. Il devrait normalement, si le jugement nous le permet, on pourrait sans doute avoir un accord de principe pour le régulariser à partir du mois de mai. Donc on leur a demandé en attendant de suspendre leurs travaux. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie, Madame Estelle Métois. Voilà, donc tout simplement pour vous préciser qu'effectivement, voilà, si ce lotissement en fait est en cours de construction, même s'il est pour des raisons administratives momentanément, je veux dire, arrêté, mais on attend effectivement le jugement qui aura lieu, je crois de mémoire, je crois que c'est le 4 mai. Hein, donc voilà. Donc après, juste, on est toujours dans le rapport chronologique pour débattre et lorsqu'on me pose des questions, j'ai toujours par une grande transparence, je vais y répondre. Si jamais j'oublie quelque chose, surtout, Madame Estelle Métois, n'hésitez pas. Voilà. Donc la question, c'est, enfin vos questions sont procédées dès 2021 à une évaluation correcte des besoins, en se basant notamment sur une analyse des dépenses de fourniture courante et de services des 3 exercices précédents. L'autre question, c'est améliorer, améliorer la gestion de la commande publique par le respect des procédures et la professionnalisation des acheteurs. Mes réponses, elles sont pour tout le monde. L'analyse des dépenses de fourniture et de services est nécessaire et c'est aussi dans cette optique que nous avons, comment dire, entre guillemets, embauché, recruté un nouveau directeur des services techniques qui correspond plus, je veux dire, à ce qu'on souhaite dans cette collectivité. Voilà. L'ancien, je rappelle, l'ancien directeur des services techniques qui avait été recruté, ça aussi je tiens à le préciser parce que des fois des gens se trompent de maire, hein, qui était embauché bien sûr sous le mandat de Madame Mallet. Franchement, au niveau des compétences techniques, c'était vraiment à revoir. Hein. Voilà, donc ça c'est. Et de plus, alors aussi pour les autres, pour répondre aux questions, de plus, à ce jour, les études liées à l'analyse des besoins en fourniture et services sont terminées à hauteur de 80%. C'est pour ça que le rapport est un peu réduit et offre. Et pour les autres qui demandent plus de réflexion, elles seront passées courant 2022. Voilà.
Autre question donc, sur l'organisme PUP. Donc, la Chambre préconise afin d'éviter tout conflit d'intérêts, et vous voyez un petit peu, et je trouve que les questions sont très pertinentes et sont tout à fait, bien sûr, nécessaires. Pour l'intérêt de s'appuyer sur le référent déontologique du centre de gestion. Je ne vais pas rappeler que j'ai été élu au centre de gestion. Ça, c'est juste un petit détail, quand même. Et vous comprenez bien pourquoi je me suis positionné à ce poste. Notre directrice générale, donc Madame Estelle Amétoile, a pris contact avec ce référent dès fin, pardon, on n'entend pas, dès fin 2020. Voilà. Et croyez-moi que nous sommes aussi en contact pour d'autres choses qu'on essaiera de mener à bien pour 2021. Juste un petit clin d'œil à ma collègue. Voilà. La fiabilité des comptes publics. Effectuer cet inventaire actualisé. Donc je rappelle aussi que, donc là je réponds à Mme Estelle Amétoile, mais je vous réponds aussi pour toute transparence, et je crois que M. Vinciguera ne me dira pas le contraire. Il faut savoir que cet inventaire a été demandé très rapidement et qu'il est, en tout cas pour le service technique, c'est pour ça que je me retourne vers M. Estelle Amétoile, et je remercie d'ailleurs M. Jean-Philippe Marty et M. Pascal Yabrès. Cet inventaire, et en tout cas pour le technique, est quasiment terminé. Voilà. Donc je rappelle, juste un petit rappel, je relate des faits. Simplement que des achats qui ont été faits par l'ancienne municipalité, juste un exemple comme ça qui me vient, et croyez-moi que celui-là, c'est pas celui qui coûte le plus cher. Un ordinateur portable, vous savez, voilà, super, on a encore l'emballage. Il est introuvable. Il a été pourtant mis à la disposition. Il a été signé par un élu ici, encore présent dans cette salle. Donc il a été mis à disposition dans un service, il est introuvable. Et des choses comme ça, on en a, voilà. Mais on en a à la peine. Donc c'est pour ça qu'on se doit de faire un inventaire. Comme là, vous voyez, actuellement, nous sommes en train de remplacer toute l'informatique. On n'a aucun inventaire sur l'informatique. Et on va effectivement, sur les anciens appareils, on va essayer de doter en fait certaines associations qui le souhaitent, mais on ne pourra le faire uniquement que par une délibération qu'on fera ensemble. Voilà. Donc ça, j'ai parlé pour l'inventaire. Je vais continuer au niveau des questions. Donc ressources humaines et masse salariale. Donc procéder dès 2020 à une analyse rigoureuse de l'effectif cible afin de stabiliser la masse salariale à compter de 2021. Il me semble que j'avais projeté, alors évidemment c'est pour les élus de la majorité, évidemment quand on prépare le conseil municipal, un tableau qui était fait en ce sens, voilà, et respecter bien sûr les procédures de recrutement. Et là je vais répondre. L'analyse rigoureuse de l'effectif a été faite, et bien faite, croyez-moi. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'établir le futur organigramme et de vous projeter en réunion lundi soir le tableau des effectifs. La stabilité de la masse salariale à compter de 2021 est prévue. Nous devons finir d'étudier les besoins exacts concernant les services de l'enfance et jeunesse. Ça, c'est important. Et je crois que nous avons une réunion très prochainement avec Madame Loué, à ce sujet. C'est vrai que nous sommes un peu décalés de 3 semaines avec nos réunions, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. On va essayer de rattraper notre retard. Depuis notre élection, les procédures de recrutement sont respectées. Et je dis même bien respectées. On a même dû se séparer aussi, ça je tiens aussi à le dire, parce qu'on m'a interpellé samedi au marché en me disant, et croyez-moi que c'est assez violent quand on dit, bah, Monsieur Petit, je pensais que vous étiez un peu plus droit et un peu plus... Ah bon, pourquoi? Donc tout simplement parce qu'une personne a commis des malversations dans cette collectivité, un employé, et donc cet employé se balade encore dans la ville, et il n'a pas encore été, je dois dire, entre guillemets, révoqué, comme l'a été d'ailleurs révoqué il n'y a pas longtemps, en fait, un personnel, on va dire, de la petite enfance. Voilà. Donc, je peux vous dire que dans la fonction publique, quand on révoque quelqu'un, c'est pas sans raison. Je l'ai fait, pourquoi? Parce qu'on a reçu une lettre de rappel du procureur. Je dis bien une lettre de rappel du procureur. Je n'en dirai pas plus. Tout personnel qui sera pris, ou élu, qui sera pris à faire des malversations, bien sûr, et qui sera, on peut tous être accusés de quoi que ce soit. Mais lorsque la condamnation tombe et lorsqu'on est accusé et qu'on prend, en fait, même si
si c'est de la prison, et moi je ne trouve pas le nom. Si on a effectivement des mois de prison qui peuvent m'aider sur le mot, je ne trouve pas. Avec le Covid, je perds les mots et c'est terrible. En sursis, merci. On perd en fait ses droits d'être fonctionnaire. Voilà. Donc cette personne a été révoquée et je n'ai aucun remords là-dessus. Et je vous dis bien, c'était une lettre de rappel du procureur. Si l'ancien exécutif n'a pas voulu le faire, ça les regarde. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis droit dans mes boîtes. Voilà. Comme à chaque fois, je rajoute un peu, je m'éloigne et j'oublie. Je réponds aussi, donc nous devrions avoir les résultats pour la rentrée de septembre 2021. Je réponds toujours aux questions. Donc, depuis notre élection, les procédures de recrutement qui en étaient là sont respectées. Et je rappelle aussi juste que la création d'un poste est de la compétence du conseil municipal. C'est bien pour ça qu'on refait depuis ces derniers temps, qu'on modifie le tableau des effectifs. Je vous rappelle que l'ancien exécutif, ils avaient un tableau d'effectifs pour une ville de 50 000 habitants. J'exagère un peu, mais croyez, on n'était pas loin, j'exagère même beaucoup. Mais ça, c'est Marc aussi, c'est moi. On va dire d'une ville de 20 000 habitants. Voilà, donc c'est respecté. Donc je rappelle, donc ça j'ai dit, création d'un poste, donc c'est le domaine de compétence du conseil municipal. Et par contre, pour le recrutement, c'est celle du maire. Voilà. Bien sûr, en concertation, quand le timing me le permet, ça sera toujours en concertation. Et nous avons encore discuté il y a peu de temps avec une adjointe, en concertation, quand c'est possible, quand je dis bien quand c'est possible, avec les lieux de référence. Donc c'est dans cette optique que nous avons régularisé aussi diverses situations. Je rappelle aussi que l'ancienne municipalité et le report était de 54 renouvellements de contrats. C'est complètement illégal. Hein. Et la Chambre régionale des comptes nous rappelle qu'on doit régulariser cette situation. On l'avait déjà fait avant même d'avoir le rapport et on en avait parlé même au niveau de la campagne. Voilà. Donc, dans l'estimation avec moi, comme vous pouvez le constater, nous avons mis en œuvre de nombreuses recommandations, mais à ce jour, pas toutes. Alors, il faut nous laisser un peu de temps, hein. On va travailler aussi sur d'autres sujets. Et je me rappelle que nous avons eu le rapport définitif uniquement que le 2 avril, parce que comme les rapports évoluent, voilà, on l'a eu depuis le 2 avril, hein, nous sommes aujourd'hui le 15. Dans un avenir proche, toutes les situations seront assainies. Et on se donne, et on va se donner ce challenge, qu'en 2026, ce rapport n'existe plus. Vous savez, le CRC, c'est un petit peu comme les contrôles obligatoires faits par la PAV ou autre. La PAV, c'est au côté qui vont faire un 13e, on va faire comprendre à la télévision. On reçoit le rapport et on se voit bien sûr que le rapport après, on n'est plus de remarques. Et croyez-moi qu'on va y travailler. Je vous dis, on a déjà enlevé énormément de remarques et le reste va venir. Voilà, parce que ça touche tous les domaines. L'urbanisme, RH, ça touche tous les services d'une collectivité. La collectivité fonctionnait comme encore, moi je ne l'ai jamais connu dans mon sens, et même Jean-Louis qui a 30 ans de service, je crois que ça fait des décennies qu'on n'aurait pas dû travailler comme ça, et ça, par contre, ce n'était pas les compétences de l'élu, hein. Compétences des différents directeurs généraux, qui doivent quand même insuffler et donner quand même les ordres, parce que quand on est élu, on vient tous d'univers différents. Alors moi c'est un peu différent, parce que je dirais que je suis un peu du cru, donc c'est un peu plus facile pour moi, mais lorsqu'on est élu, attendez, on vient de différents univers. On peut être agriculteur, on peut être viticulteur, on peut être chef d'entreprise, on peut être commercial, on peut être, excusez-moi si j'en oublie, artisan, commerçant, mais c'est pas évident quand vous arrivez dans une collectivité et de savoir quoi faire. Et donc, logiquement, les agents communaux, mais surtout c'est la direction qui doit en fait dire aux élus, ça vous pouvez le faire, ça vous ne pouvez pas le faire, ça vous devez le faire. Donc, c'est vrai que c'est important. C'est important. Je tiens aussi à le rappeler parce que c'est facile de critiquer, mais voilà, c'est ça. Après, c'est aussi aux élus de se former. Vous avez vu qu'ici, ça fait peu de temps que nous sommes là, nous sommes déjà en formation. Je rappelle aussi une nouvelle fois que pour les élus de l'opposition, qui aujourd'hui étaient hier majoritaires,
il existe des associations pour former. Moi, je suis allé, malgré le métier que je faisais, je suis allé en formation les samedis, et c'est généralement le samedi et le dimanche. N'hésitez pas. En tout cas, je tiens aussi à le rappeler, je ne ferai pas comme l'ancien exécutif. Moi, quand je posais des questions, quand je demandais des questions, soit on ne me répondait pas ou on me répondait à côté. Hein, pourtant, mes questions étaient bien précises et elles étaient elles écrites. Et ce qui est un peu dommage, mais enfin c'est comme ça. Moi, je dis, et je m'engage, je regarde la caméra, je m'engage, je vais encore parler hier avec Mme Sorli, je m'engage que si jamais un élu d'opposition souhaite nous poser une question, il n'y a aucun problème. Si un élu de la majorité, bien sûr de l'opposition souhaite avoir des comptes et des détails sur des devis, je rappelle que pour les devis, aucun élu, c'est un tout gauchement interdit, n'a le droit de demander les devis avant même que les 3 devis soient actés et validés. Après, par contre, effectivement, vous pouvez demander les devis. Hein. D'accord? Donc ça, on en parlera aussi après, quand on sera en off. Jamais un directeur des services techniques ou autre, ou la comptabilité ne se peut et se doit de vous donner ces devis. Et si vous ne le donnez pas, c'est peut-être tout simplement aussi parce que vous ne le demandez pas ou que la demande n'est peut-être pas faite correctement. Et ça, on en reparlera. On en reparlera. D'accord? Donc, j'invite bien sûr l'opposition, si jamais vous avez des questions, je ne sais pas, sur un financement quelconque, la porte sera ouverte, en toute transparence. D'accord? Voilà. Et il faut savoir que le budget sera mis en ligne, ça aussi c'est une obligation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, j'avais remis, une petite lettre du préfet qui rappelait que Clara devait remettre en ligne, voilà, c'est son budget. Voilà, c'était juste un petit rappel comme ça. Voilà, j'ai fini avec ça. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais on se doit d'être transparent et lorsqu'on a des questions, 2 sur 3 qui sont écrites, on se doit de répondre. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour ce conseil municipal qui se termine. Il est quand même 20h38. Je vous remercie en tout cas, merci pour votre disponibilité et encore merci. Voilà, et on va essayer de bien travailler ensemble pour les années qui vont suivre. Merci. Merci à vous tous.